Aujourd'hui, on a plein de développeurs solo qui font des millions grâce à leur projet et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous pouvez faire pareil en vous présentant 15 techniques pour monétiser un site ou une appli web. Bon, et même si vous ne devenez pas millionnaire, c'est des techniques qui vous donneront des pistes pour monétiser vos projets et peut-être même en vivre. Petite précision, ce n'est pas une vidéo qui s'adresse que aux développeurs, donc si vous avez un projet, que ce soit un blog, un SaaS ou n'importe quel type de site, va y avoir dans cette vidéo des astuces qui vont vous intéresser. Voilà, donc ça va être une vidéo avec pas mal d'infos. Maintenant, vous embêtez pas forcément à prendre des notes. J'ai pris la peine de tout regrouper dans une petite fiche pratique où je reprends toutes les techniques que je vais aborder dans la vidéo. Et je vous partage aussi quelques outils pour vous aider à monétiser vos projets. Si ça vous intéresse, je vous mets un lien dans la description. Alors, comment monétiser votre application ? Le problème que beaucoup de développeurs vont avoir, et moi le premier en fait, c'est comment on va faire pour passer d'un side project à un projet rentable. Le truc, c'est que si vous avez déjà un projet qui existe, si vous avez déjà des utilisateurs, que vous avez déjà des visiteurs, en fait, vous avez déjà fait le plus dur. Maintenant, tout ce qui va vous rester à faire, c'est d'arriver à faire en sorte que ces utilisateurs vous rapportent de l'argent. Et donc, dans cette vidéo, je vous propose de voir comment on fait ça concrètement. Donc, la première technique, ça va être de vendre une fonctionnalité. Donc ça, c'est le grand classique. Donc concrètement, c'est quoi ça ? Vous allez vendre un accès à une ou plusieurs fonctionnalités spécifiques de votre application. Donc là, il y a plusieurs manières de faire. Typiquement, vous pouvez faire un paiement unique. Voilà, les gens payent une fois et ils ont accès à votre application à vie. Vous pouvez faire un paiement récurrent, ce qui se fait pas mal notamment sur les SaaS. Voilà, les gens payent chaque mois et puis ils peuvent utiliser votre application. Ou alors, vous pouvez aussi faire de la vente de crédit. Par exemple, c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus avec les applications d'IA. Donc, les gens achètent, par exemple, 100 crédits et puis ça leur permet de faire 100 générations de texte ou ce genre de choses. Alors, c'est pour qui ? Ça va être pour plutôt tous ceux qui ont des applications mobiles, des SaaS, des outils en ligne, etc. Dès que vous avez en fait quelque chose qui propose des fonctionnalités un peu uniques à des utilisateurs. Et donc, le gros avantage de ce modèle, c'est que vous allez pouvoir générer des revenus récurrents. Alors, évidemment, si vous êtes un SaaS et que vous faites payer tous les mois, ça va être clairement des revenus récurrents. Même si vous faites un paiement unique, j'appelle ça des revenus récurrents parce que dès que vous aurez des nouveaux utilisateurs, ça vous fera rentrer du cash. Donc, c'est quelque chose de très intéressant et en fait, vous donnez une valeur directement à votre produit, à vos fonctionnalités plus précisément. Et donc généralement, c'est là où on va avoir on va générer des montants à hauteur de ce que propose notre produit. Et donc ça va être des montants assez intéressants. Les inconvénients maintenant, c'est qu'il va falloir réussir à maintenir les rentrées d'argent. Donc si vous êtes un SaaS, ça veut dire qu'il faudra continuer à innover pour ne pas vous faire dépasser par la concurrence. Et si vous faites plutôt un mode de paiement unique, il faudra arriver à trouver des nouveaux utilisateurs au fur et à mesure du temps. Ensuite, numéro 2, vous pouvez vendre une ressource. Donc ça, qu'est-ce que j'appelle vendre une ressource ? Concrètement, vous allez vendre l'accès à quelque chose que vous avez créé. Donc ça peut être plein de choses. Ça peut être une recette de cuisine, ça peut être un template Notion, ça peut être un guide pour faire telle ou telle chose. Donc à qui ça va s'adresser ? Ça va être plutôt pour les sites qui ont beaucoup de trafic, donc typiquement les blogs, mais aussi les plateformes. Alors il y a des plateformes donc, comme Canva. Alors je ne suis pas sûr que Canva c'est exactement le même fonctionnement puisque Canva vous prenez un abonnement pro et il me semble que vous avez accès à tous les templates, mais j'ai pas d'abonnement pro chez Canva donc je ne suis pas sûr. Mais vous voyez l'idée, Canva ils ont une plateforme avec des templates premium, où vous devez payer. Et donc vous pouvez vous inspirer de ce modèle-là. Les avantages, c'est qu'une fois que vous avez créé votre ressource, vous allez pouvoir la vendre à plein de gens sans la modifier. Et généralement, on peut proposer des prix élevés parce que ça va être du contenu spécifique et du contenu vraiment que les gens recherchent. Les inconvénients, vu que vous allez produire des ressources de qualité, en tout cas moi je vous encourage vraiment à proposer des ressources de qualité. C'est pas la peine de chercher à vendre des PDF tout pourris parce que finalement, les gens vont pas. Il y en a peut-être un ou deux qui vont l'acheter, mais ça va être mauvais pour votre réputation. Donc, ne vous engagez pas dans cette voie-là. Prenez le temps de créer quelque chose qui soit qualitatif, mais évidemment, ça va vous prendre du temps. Ça va éventuellement peut-être vous coûter de l'argent s'il faut faire appel à des gens ou quoi que ce soit. Donc voilà, c'est le problème de cette méthode. Et un autre problème, c'est que quand vous proposez du contenu comme ça, derrière, il y a toujours la possibilité que les gens se le repartagent. Même si c'est peut-être aussi quelque chose d'anecdotique. Alors, troisième méthode, ça va être l'affiliation. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas l'affiliation, en fait, ça va être tout simplement, vous allez gagner des commissions
lorsque des visiteurs de votre site vont acheter un produit sur un autre site en cliquant sur un lien que vous avez mis sur votre site. Donc très concrètement, si par exemple je fais un comparateur de chaussures, eh ben, je vais mettre des liens vers Amazon par exemple pour pouvoir acheter ces chaussures. Donc quand les gens cliquent sur mon lien et achètent ensuite les chaussures sur Amazon, moi je vais percevoir une commission. Ça c'est l'affiliation. Donc à qui c'est destiné, évidemment ça va être surtout pour les sites qui ont beaucoup d'utilisateurs, enfin beaucoup de visiteurs, beaucoup de trafic. Donc typiquement ça va être des blogs. Donc je vous ai parlé de comparateurs, vous savez il y a beaucoup de blogs ou de sites qui font des tests de matériel et donc eux généralement ils vivent, je ne sais pas si c'est exclusivement mais en tout cas ils vivent beaucoup de l'affiliation. Donc les avantages c'est qu'une fois que vous avez mis ça en place, ça ne va pas vous demander énormément de gestion. En fait tout ce qu'il vous faudra, enfin vous votre travail ça va surtout être d'attirer toujours plus de visiteurs sur votre site pour qu'ils cliquent sur vos liens affiliés et que vous touchiez plus de commissions. Et les inconvénients, c'est que généralement les commissions ne sont pas énormes, ça dépend des produits avec lesquels vous travaillez. Les commissions ne sont pas forcément énormes, donc il faudra qu'il y ait beaucoup de gens qui cliquent sur vos liens et qui achètent derrière. Et puis aussi, ça vous fait dépendre de quelqu'un d'autre, d'une autre plateforme, donc ce qui peut être évidemment un problème. Ensuite, on va avoir les dons. Donc ça, c'est tout simple. Vous allez juste mettre un bouton « Faire un don » vous savez, achetez-moi un café ou quoi que ce soit sur votre site. Donc comme ça, les utilisateurs pourront vous donner de l'argent directement. C'est quelque chose qui marche très bien, peut-être plus pour les sites de niche. Alors j'ai mis sites de niche, mais peut-être les sites de manière générale où vous avez une relation plus de proximité avec votre audience. Ou alors ça marche bien aussi, c'est quelque chose qui peut être intéressant à mettre en place sur les sites où votre audience est assez réfractaire à tout ce qui est pub, vente directe, etc. Donc ça, il faut connaître votre audience. Vous savez, il y a des milieux où vendre directement, ça se fait pas trop, etc. Donc il faut garder ça en tête. Et dans ce cas-là, vous pouvez toujours avoir l'option de faire un don. L'avantage, c'est que vous êtes en relation directe avec votre communauté, mais le gros inconvénient, évidemment, c'est que ça ne vous fait pas du tout des revenus stables, ou en tout cas pas prédictibles. Ça dépend de la générosité des utilisateurs, et je dirais même qu'il faut aussi forcer peut-être cette générosité. Je vous donne un exemple, vous savez, Wikipédia, par exemple, qui fonctionne avec les dons. Wikipédia envoie des mails très régulièrement, je pense, pour demander aux gens de faire des dons. Numéro 5, ça va être la publicité. Donc là, j'ai envie de dire un grand classique. Tout simplement, vous allez afficher des bannières ou des vidéos de pub sur votre site. Donc c'est quelque chose qu'on retrouve énormément dans tous les sites d'information en ligne de médias. Mais ça va aussi pouvoir fonctionner sur les blogs, par exemple. De manière générale, en fait, c'est quelque chose qui fonctionne sur les sites qui ont beaucoup de trafic, parce qu'évidemment, il faut beaucoup d'utilisateurs pour que ce modèle soit rentable. Donc les avantages, c'est que c'est quelque chose qui est éprouvé, qui fonctionne. Vous pouvez gagner de l'argent avec de la pub. Les gros inconvénients, selon moi, c'est que d'abord, ça dégrade vraiment l'expérience utilisateur. Je pense que vous avez tous déjà fait l'expérience soit d'une appli sur mobile ou soit vous allez sur un site d'information où il y a des pubs dans tous les sens et on clique dessus sans faire exprès, etc. C'est vraiment horrible. Donc moi, c'est quelque chose en tout cas, moi, c'est ce qui me pousse à vraiment essayer d'utiliser la publicité vraiment en dernier recours, mais en tout cas, j'essaierai vraiment pas de prendre ce modèle si j'ai d'autres choix. Et puis aussi, l'inconvénient, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il vous faut beaucoup de trafic pour que ça soit rentable. Numéro 6, ça va être les commissions. Donc là, je vous parle de commissions que vous allez pouvoir prendre si vous faites de la vente directement sur votre site. Donc une commission, très concrètement, c'est quoi ? C'est quand il y a une vente qui est faite, vous prenez un pourcentage sur cette vente. C'est quelque chose qui fonctionne, je pense, que pour les marketplaces. Donc typiquement, vous savez, Le Bon Coin, Blablacar, etc. Donc si vous avez eu un genre de marketplace, vous vendez des produits sur votre site, que les gens peuvent se vendre des produits entre eux, et là, vous pouvez prendre des commissions sur les transactions. Les avantages, c'est que c'est scalable, donc c'est-à-dire que plus vous avez d'utilisateurs, plus vous avez de transactions qui sont faites sur votre site, plus vous touchez de commissions. Et puis concrètement, ça ne va pas énormément impacter l'utilisateur, parce que finalement les commissions sont généralement assez faibles pour que ça n'impacte pas trop l'utilisateur. Bien que des fois, on voit par exemple avec Blablacar qui augmente petit à petit leurs commissions.
Et aujourd'hui, on se retrouve avec des coûts qui deviennent assez gros. Enfin bref, c'est un autre sujet. Et après, les inconvénients, évidemment, de ce modèle, c'est qu'il vous faudra beaucoup d'utilisateurs. Alors, je devrais plutôt dire beaucoup de transactions qui sont faites sur votre site pour que ça devienne intéressant. Parce que si vous prenez, je ne sais pas, 1% de commission sur chacune des ventes, va falloir faire beaucoup de ventes. Ou alors vous faites peu de ventes, mais avec des produits très chers. Donc quoi qu'il en soit, il vous faudra pas mal d'utilisateurs pour que ça fonctionne. Ensuite, numéro 7, on a les API. Donc c'est quelque chose qui n'est pas forcément connu, pas hyper connu du grand public, mais qui va être plus connu, je pense, du côté des développeurs. En quoi ça consiste? Tout simplement, vous allez vendre l'accès à votre base de données via une API. Donc en fait, vous n'allez pas vendre l'accès directement à toutes vos données, mais vous allez vendre l'accès via une API. Donc vous choisissez ce à quoi les gens ont accès. Et donc c'est évidemment quelque chose qui va être intéressant pour les sites qui ont des grosses bases de données qui peuvent intéresser d'autres personnes ou d'autres entreprises. Donc c'est, vous savez, typiquement Google qui vend plein de ces API, les API Google Maps, etc., etc. Après, il y en a d'autres. Il y a par exemple des sites qui vendent des données de météo, qui sont souvent payantes aussi. Bref, voilà, il y a plein de types d'entreprises qui peuvent de cette manière générer de l'argent avec des API. Donc peut-être que c'est votre cas aussi. Les gros avantages ici, c'est que ça génère des revenus passifs. Alors, passif, je le mettrais entre très gros guillemets, pardon. C'est pas forcément le bon terme qu'il faut utiliser ici, mais ce que je veux dire, c'est que si vous avez votre application d'un côté, vous gérez votre application d'un côté avec votre base de données, etc. Peut-être même que vous monétisez cette application. En fait, dans tous les cas, votre base de données, elle est là, et donc le fait que vous rajoutiez une API à côté accessible au grand public, finalement, c'est que du bénéfice, parce que vous continuez à travailler sur votre application. Voilà, donc c'est ce que je veux dire par revenu passif. On pourrait peut-être dire revenu complémentaire, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça ne vous demande pas plus de travail, puisque dans tous les cas, vous travaillez déjà sur votre appli avec votre API. Et c'est scalable. Alors c'est scalable, ça peut grandir, mais évidemment, ça va venir avec un inconvénient, c'est que plus vous grandissez, plus il va falloir faire grandir l'infrastructure qui va avec. Et donc ça peut avoir un certain coût petit à petit, ça peut coûter de l'argent. Et puis il faut aussi avoir les compétences techniques pour arriver à faire grandir votre infrastructure si vous avez beaucoup d'utilisateurs. Numéro 8, on va avoir la vente de données. Donc là, c'est quoi concrètement? C'est vendre des données tout simplement que vous avez récoltées sur vos utilisateurs en général. Vous allez les vendre à des tiers, donc à d'autres entreprises, à d'autres personnes ou quoi que ce soit qui sont intéressées. Donc évidemment, ça peut être un peu problématique. Les plateformes qui peuvent en tirer parti, c'est les plateformes qui ont beaucoup d'utilisateurs. Donc de manière assez connue, il y a Facebook, Google, etc. Les avantages, c'est que ça peut rapporter de l'argent. Alors, je suis pas, moi personnellement, j'ai jamais trop regardé exactement les chiffres de ce business model, mais je pense que ça peut rapporter pas mal d'argent. Évidemment, le problème, c'est que il y a peut-être des soucis éthiques liés à tout ça, et notamment vous allez avoir dans tous les cas des problèmes légaux liés au RGPD. Donc il faut vous renseigner comment vous pouvez faire pour vendre des données, probablement qu'il faut les anonymiser, etc. Ou alors mettre au courant vos utilisateurs. Je ne connais pas les règles légales par cœur, donc je vous invite à vous renseigner à ce sujet-là. Numéro 9, vous allez pouvoir vendre de la visibilité. Donc concrètement, ça veut dire quoi? Vous allez permettre à vos utilisateurs d'être plus visibles, tout simplement, sur votre plateforme contre un paiement. Donc c'est typiquement, vous savez, vous allez mettre en avant une annonce, vous allez booster un profil, etc. Quelque chose qui marche bien donc pour les marketplaces, les sites de rencontres, etc. Donc je pense à Le Bon Coin, par exemple, où vous pouvez booster votre annonce pour quelques euros. Vous pouvez faire en sorte que votre annonce remonte en première. Et puis c'est évidemment sur les sites de rencontres, je pense à notamment Tinder, où vous pouvez booster votre profil pour qu'il remonte plus auprès des autres utilisateurs. Les avantages, c'est que la proposition de valeur, elle est très claire pour les gens, donc c'est clair, ils payent et ils savent directement ce qu'ils reçoivent en échange. Donc c'est quelque chose qui est facile à vendre, mais par contre, évidemment, pour que ça marche, il faut une grosse base d'utilisateurs. Si vous avez une plateforme avec une centaine d'utilisateurs, les gens de toute façon ne verront pas l'intérêt de booster leur profil ou quoi que ce soit.
Numéro 10, on va avoir les partenariats. Alors celui-là, il est peut-être un peu spécial. Donc l'idée, évidemment, ça va être de faire des partenariats avec d'autres entreprises ou des institutions qui sont dans votre secteur d'activité. Et donc ça va plutôt marcher pour des entreprises, enfin pour des projets où vous faites de la vente de services. Je pense par exemple à Blablacar et la SNCF. Donc il me semble leur partenariat, ils ont un partenariat où voilà, vous pouvez commencer en voiture et vous finissez en train ou l'inverse ou quelque chose comme ça. Donc le truc des partenariats, c'est que vous pouvez imaginer n'importe quoi, enfin vous pouvez imaginer toutes sortes de partenariats. Ça peut être de l'échange de visibilité, en fait si vous avez des services qui sont complémentaires, et vous les proposez chacun sur le site de l'autre, et ça va vous booster tous les deux votre visibilité. Mais s'il y en a un qui est plus gros que l'autre, peut-être qu'il y en a un qui peut payer pour être visible sur la plateforme de l'autre, etc. Voilà, donc là c'est assez libre, donc je l'ai quand même mis parce que c'est une manière de monétiser, ça peut être une manière de monétiser, et dans tous les cas, ça peut être une manière de faire de la promotion indirectement de son produit. Donc les avantages, c'est comme j'ai dit, si vous faites de l'échange de visibilité, c'est que ça vous apporte l'audience de votre partenaire. Donc ça va potentiellement vous apporter plein de nouveaux clients et donc des nouveaux revenus, des nouvelles sources de revenus que vous auriez eu du mal à aller chercher autrement. Mais les inconvénients, évidemment, c'est que pour faire des partenariats intéressants, il faut savoir négocier et puis il faut savoir comment vous pouvez intéresser d'autres entreprises. Donc voilà, généralement c'est peut-être réservé à des projets un peu plus gros, ce genre de méthode. Numéro 11, ensuite on a les microtransactions, donc celui-là qui est très connu dans le milieu des jeux mobiles et des jeux en ligne. Donc concrètement c'est quoi? Vous allez vendre des toutes petites fonctionnalités ou des biens virtuels. Alors biens virtuels, ça va être des skins, des gemmes, ça peut être n'importe quoi. Et donc c'est quelque chose qui va plutôt marcher généralement sur comme je dis, les applis mobiles, les jeux en ligne, etc. Je pense à Candy Crush par exemple. Je crois que j'ai jamais joué à Candy Crush, mais je sais que ça fonctionne comme ça. Vous pouvez acheter des gemmes pour jouer plus, etc. Ou alors des jeux comme Fortnite par exemple. Pareil, j'ai jamais joué à Fortnite, mais je sais que dedans vous pouvez acheter des skins, pour que votre personnage ait une apparence différente, etc. Et donc les avantages, c'est que c'est relativement simple à mettre en place. Vous créez un petit produit virtuel et puis vous le mettez en vente. Le problème évidemment, c'est que vu que le coût de ce produit virtuel est pas cher généralement, donc généralement on est sur quand même des choses qui sont à peut-être quelques euros maximum, pour que ça soit quelque chose qui soit facile à acheter pour les utilisateurs. Bref, quoi qu'il en soit, vu que c'est quelque chose de pas cher, il va falloir qu'il y ait beaucoup d'acheteurs pour que ça soit rentable. Donc il faut que vous ayez de base beaucoup d'utilisateurs. Ensuite, numéro 12, vous pouvez vendre l'accès à une communauté. Donc concrètement, c'est quoi? Vous pouvez avoir un site avec du contenu public qui attire des visiteurs, etc. Et puis vous pouvez leur proposer un abonnement ou quoi que ce soit pour accéder à du contenu plus privé, du contenu exclusif. Donc c'est quelque chose qui peut marcher par exemple pour des forums ou des sites de contenu. En fait, j'ai envie de dire n'importe quel site peut proposer du contenu privé comme ça. Mais c'est quelque chose qu'on a notamment vu pas mal se développer ces derniers temps pour les formateurs en ligne. Ceux qui vendent des formations en ligne, ils ont la partie, de plus en plus, ils ont la partie formation. Et puis en plus, ils vendent un accès à une communauté parce que ça intéresse les gens. Je pense à Skool notamment, qui est un acteur qui se développe pas mal autour de ce concept-là ces derniers temps. Donc les avantages, c'est que ça peut vous amener des revenus récurrents. Voilà, vos utilisateurs vont payer régulièrement pour avoir accès à cette communauté. Évidemment, l'inconvénient, c'est que il faut que cette communauté offre de réels avantages. Donc en fait, ça veut dire qu'il faut que vous impliquiez, il faut que vous soyez impliqué dans la communauté. Vous pouvez pas tout simplement lancer un forum et attendre que vos utilisateurs créent des choses dedans, etc. Non, il faut que vous participiez et que activement vous alliez développer cette communauté pour qu'elle soit intéressante et que les gens aient envie de rentrer dedans. Ensuite, numéro 13, vous pouvez vendre des produits dérivés. Alors celui-là, il est intéressant. Très concrètement, c'est quoi? Vous allez vendre des produits dérivés, donc ça peut être n'importe quoi, des t-shirts, des mugs, etc. Mais généralement, c'est quelque chose qui va marcher pour les sites qui ont un branding assez fort, qui ont une marque forte qui résonne chez les gens. Notamment, je sais que j'étais assez surpris, j'ai vu que GitHub, ils ont un shop. Donc vous pouvez acheter des t-shirts GitHub, je crois, ce genre de choses. Notion, je crois aussi, un shop, donc vous pouvez acheter des choses dessus. Mais vous voyez, c'est des sites qui sont, c'est des plateformes qui sont très grosses, qui sont très connues.
Et voilà, ça marcherait pas si vous êtes très peu connu, les gens n'auraient pas forcément intérêt d'acheter un t-shirt. Parce que l'idée, c'est qu'ils achètent un t-shirt pour montrer qu'ils appartiennent à cette communauté-là, quoi. Donc les avantages, c'est que ça vous permet de diversifier vos revenus, parce que c'est, je pense, assez rare que ça soit le mode de monétisation principal, à part si vous êtes un e-commerce, hein, évidemment, mais voilà, pour des plateformes ou quoi que ce soit, et en fait, ils ont une monétisation de base. Et puis sur le côté, ils vont vendre des produits dérivés, donc ça fait des revenus supplémentaires, ce qui est toujours bon à prendre. Mais évidemment, les inconvénients, c'est que ça va demander de la gestion logistique. Si vous êtes habitué à faire du SaaS, etc., vous n'êtes pas du tout vous n'êtes pas forcément habitué à faire ce genre de truc, et vous vous rendrez compte que c'est du boulot. Et voilà, que c'est pas forcément facile à gérer, donc voilà, faut être prêt à ça. Et puis il faut aussi se dire que généralement sur des produits dérivés comme ça, c'est pas là où vous allez faire les plus grosses marges. Surtout si vous venez du logiciel, en fait, vous vous rendez compte que d'un coup là vous avez des coûts de production, etc., qui vont être beaucoup plus élevés, donc les marges moins intéressantes. Voilà, donc je l'ai mis quand même parce que c'est, je pense, un moyen de monétisation qui peut être intéressant néanmoins. Ensuite, numéro 14, on a la vente de licence. Alors celui-là, il est hyper intéressant, très spécifique, mais je trouve hyper intéressant. Donc concrètement, c'est quoi ? C'est vous allez vendre la licence pour une technologie que vous avez développée. Donc c'est finalement un modèle qui se rapproche un peu du SaaS, hein, qui va être dans son approche, mais qui est un petit peu différent, parce que là, en fait, vous allez vendre l'utilisation de votre technologie en marque blanche. L'exemple qui me vient en tête, c'est Stripe. Alors, ils ont la version, vous avez la version Stripe, vous pouvez utiliser Stripe pour gérer vos paiements, etc. Mais ils ont un autre truc qui s'appelle Stripe Connect, qui va être vraiment à destination des entreprises qui veulent mettre en place un système de paiement en marque blanche. Donc, par exemple, il me semble que Shopify utilise Stripe Connect pour gérer ses paiements. Donc voilà, donc c'est un modèle qui est hyper intéressant, mais qui est, je pense, pas forcément évident, enfin en tout cas qui est clairement pas pour tous les types de sites, mais en tout cas si vous avez une technologie un peu unique, un peu complexe, etc., ça peut être intéressant de la vendre sous forme de licence. Les avantages, c'est que du coup vous allez avoir des revenus élevés généralement, vu que vous avez une technologie vraiment unique, et voilà, vous pouvez en profiter pour facturer ça cher. Mais les inconvénients, c'est que évidemment il faut un produit, comme j'ai dit, il faut un produit abouti. C'est pas pour, je pense que clairement, là, on va s'adresser plutôt à des entreprises qui ont travaillé sur un truc de manière assez sérieuse. C'est peut-être pas forcément quelque chose que un développeur indépendant comme ça pourrait proposer. Et enfin, numéro 15, on a le crowdfunding, ou financement participatif en français. Donc celui-là, je le trouve hyper intéressant et peut-être sous-exploité, surtout dans le milieu du développement logiciel. Donc le crowdfunding, c'est quoi ? C'est vous allez tout simplement lever des fonds via des plateformes de financement participatif comme Kickstarter par exemple, et donc les gens vous allez proposer un projet, vous allez dire voilà, j'ai tel projet, les gens vont vous donner de l'argent pour vous permettre de développer ce projet, et en échange généralement vous allez donner des petits cadeaux aux gens qui vous ont financé, donc soit des accès, soit ce genre de choses. Donc c'est quelque chose qui marche bien pour les startups, même si du coup il y a beaucoup de startups qui vont utiliser le mode de financement plus traditionnel avec des levées de fonds, avec des investisseurs, etc. Mais je pense que le crowdfunding pourrait être un modèle hyper intéressant si vous êtes un développeur indépendant, et que vous avez une idée intéressante, une idée que vous pensez qui peut vraiment être intéressante, vous pouvez aller la proposer sur une plateforme de crowdfunding. Évidemment, il faudra faire ça bien, il faudra bien présenter votre projet, etc. Et puis derrière, il faut s'engager à le faire, bien sûr. Mais ça peut vous permettre en fait d'avoir de l'argent en amont pour ensuite prendre le temps de développer le projet. Parce que c'est souvent quelque chose qui va faire défaut, hein, quand vous êtes développeur comme ça, indépendant, vous n'avez pas forcément beaucoup d'argent, et donc vous n'avez pas forcément le temps concrètement de passer du temps sur le projet. Donc les avantages, c'est ce que je viens de dire, c'est que vous pouvez avoir de l'argent sans que votre produit soit fini. Parfois il est commencé, parfois il n'est même pas du tout commencé, parfois c'est juste une idée. Mais évidemment, les inconvénients, c'est que ça ne va pas toujours marcher. Des fois, vous n'allez pas réussir à lever assez de fonds ou quoi que ce soit. Mais j'ai envie de dire, ça c'est peut-être un avantage, parce que si vous n'arrivez pas à lever assez de fonds,
c'est que soit votre projet tout simplement n'intéresse pas les gens, et du coup peut-être que ça vaut pas le coup de le développer, tout simplement. Soit c'est que vous avez mal fait votre présentation, votre marketing, etc. Et du coup, dans ce cas-là, quelque part, c'est un signal pour vous dire qu'il faut peut-être vous entraîner à travailler un peu cette partie-là. Et un autre inconvénient aussi, donc j'en ai un petit peu parlé, mais c'est que vous allez, une fois que les gens vous ont financé, vous vous engagez à créer quelque chose pour eux. Et donc, il y a une attente derrière, donc vous avez une certaine pression qui peut se mettre en place. Dans tous les cas, donc c'est à garder en tête. Voilà, donc avant de conclure la vidéo, chaque semaine j'envoie une newsletter où je documente un peu mon parcours de développeur indépendant. Donc je partage mes apprentissages, mes erreurs, et puis les stratégies que j'essaye de mettre en place pour vivre de mes projets. Si ça vous intéresse, je vous mets un lien dans la description, mais vous l'avez sinon à l'écran. Voilà, donc pour conclure, j'espère que cette liste vous aura donné des idées. N'oubliez pas que si vous avez un projet avec des utilisateurs, vous avez fait déjà le plus dur. Et là, clairement, en tout cas, vous voyez que vous avez du choix. Vous avez plein de manières de faire. Quel que soit le type de projet sur lequel vous travaillez, vous devriez pouvoir le monétiser. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout, mettez en commentaire monétisation, comme ça je saurai reconnaître les vrais de vrais. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous ne voulez pas louper les prochaines vidéos. Et moi, je vous dis à bientôt.